Est-ce qu'il y a du potentiel sur d'Amico International Shipping? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va commencer tout de suite avec le cours de l'action de ce spécialiste du transport maritime de produits pétroliers. On est sur un cours qui a quand même bien déglissé depuis juillet 2024. On était à 6,75 €. Maintenant, on est allé jusqu'à 2,50 €. Donc ça peut faire mal, hein. C'est très volatile comme activité. Là, ça rebondit. On est à 3,06 €, 3,60 €. Bon, est-ce que ce rebond va se poursuivre? On va essayer d'y voir plus clair. On rappelle, hein, c'est le fret maritime. On est très dépendant des taux de fret, du commerce mondial, de la guerre commerciale. Donc, il faut quand même prendre ce secteur avec des pincettes. Et en plus, ça va dépendre de la variation des productions pétrolières également, hein, puisque ce sont les clients qui veulent transporter ces produits pétroliers. Bon, alors, on est sur une médiane de 4% de décroissance sur 10 ans. On a publié à mars 2025 moins 16%. Cyclique, ça on vous l'a dit, hein. Donc ça fait mal, hein. C'est très rapidement, on baisse donc d'Amico, on va le voir après, eux ils ont été prudents en rendant du cash aux actionnaires, ils ont bien fait, ils ont anticipé ce retournement du cycle. Il y a un peu d'acquisition à signaler, 100 millions d'euros, c'est quand même, un quart de la market cap, hein, donc c'est significatif. Je Il faudra voir s'ils ont un bon track record, mais en fait, bon, 100 millions d'euros sur un market cap de 400 millions, ça fait quand même un bon niveau d'écart d'acquisition, hein. Du coup, ça doit faire, enfin, ça a été fait en 2023. Je ne sais pas s'ils ont amorti beaucoup d'écart d'acquisition depuis, mais bon, faut voir si cette acquisition a délivré de la valeur derrière. Vu qu'il y a pas beaucoup de croissance, mais c'est difficile à dire vu que c'est un marché cyclique. Bon, tout ce qu'on peut dire sur d'Amico, c'est que c'est un marché cyclique, pour les chiffres d'affaires. En tout cas, hop, pour les marges, là, ce qui est plutôt encourageant, c'est que les marges sont en augmentation depuis 10 ans. On avait un taux de marge brute à 24 %, actuellement on est à 53 %. Excellent, hein, donc excellent, excellent. Est-ce qu'ils ont Je pense qu'ils n'ont pas forcément la main sur les taux de fret, hein. Je pense qu'ils subissent les taux du marché, mais ça veut dire que en fait, les taux de fret du marché ont fortement explosé à la hausse. Donc ça a bénéficié à D'Amico qui a, continué à maintenir ses coûts, relativement bas. Donc ça fait une amélioration du taux de marge brut. Idem, le taux de marge d'EBITDA. En fait, il y a peu de différence entre le taux de marge d'EBITDA et le taux de marge brut, ce qui veut dire que, finalement, les opérations, elles sont plutôt light en termes on va dire de dépenses, quoi. Donc là, c'est bien, 44 45 de taux de marge d'EBITDA et taux de marge net à 34 %. Donc vous êtes sur un haut de cycle encore au niveau des marges, on va dire plutôt, pas au niveau du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça commence à se retourner, donc on voit que là, les marges commencent à s'infléchir, mais elles restent à un niveau relativement élevé. La question est de savoir, est-ce que l'inflexion va continuer sur les prochains semestres, sur les prochaines publications, ou est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir à un niveau relativement élevé? Donc là, pas de boule de cristal, hein, c'est cyclique et ça se voit sur les marges. Maintenant, les marges sont hyper élevées. Maintenant, on peut regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc si on compare les 2, on voit qu'on a plus de bénéfices nets que free cash flow, donc il y a la dépense en capital qui est importante. Est-ce que c'est vrai sur les dernières années? Un peu moins sur les dernières années, sur 5 ans, un peu moins d'ailleurs. Bon, donc on a changé de profil. Avant, on faisait beaucoup de dépenses en capital, ça ne délivrait pas de free cash flow, ça ne délivrait pas de croissance. Maintenant, la croissance est vraiment forte. On a baissé un peu les dépenses en capital dans l'anticipation d'un retournement du cycle et donc on voit que les free cash flow commencent sont égaux aux bénéfices nets, voire, à mon avis, ils vont être plus élevés par la suite. Alors, le BFR, est-ce qu'il est négatif? Non, mais il est plutôt faible. Enfin, c'est quand même 10 du alors il faut regarder le chiffre d'affaires. Il faut, la bonne métrique, c'est d'être, être en dessous de 20 %. Ça, c'est une métrique qui nous a été donnée par William Higgins dans une interview récente. Donc là, on est sur moins de 10 % en termes de, chiffre d'affaires pour le BFR, donc c'est excellent. Voilà, il est plutôt faible. La variation du BFR, elle va dans le bon sens là, hein. Sur les quelques dernières années, on commence à accumuler de la variation négative du BFR, donc potentiellement, on sera dans quelques publications BFR négatif. Ça, c'est bien. Ensuite, si on regarde les dépréciations amortissements vs la dépense en capital et les other non-cash items, on se trouve sur des CAPEX qui sont un peu plus élevés sur 10 ans que les dépréciations amortissements, mais c'est l'inverse sur 5 ans. Donc ils ont arrêté sur 5 ans de faire la dépense en capital. Les other non-cash items, il faut voir de quoi il s'agit. Peut-être que c'est l'amortissement des écarts acquisitions, par exemple. On est sur une boîte qui maintenant commence un peu à rétracter son appareil productif et c'est normal vu que le cycle se retourne. Bon,
Donc bonne, à mon avis, bonne allocation du capital de commencer un peu à arrêter les dépenses en capital. Donc pour valoriser l'entreprise, compliqué. Bon, moi je pense qu'on va pas s'embêter, il vaut mieux utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA parce que sur certaines périodes, on est sur, des free cash flow équivalents au bénéfice net. Sur 5 ans, c'est free cash flow qui sont au-dessus. Sur 10 ans, c'est les bénéfices nets qui sont au-dessus. Donc là, c'est un peu lisible. Autant utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, on va regarder le rendement des capitaux investis. En médiane, 4%. Donc, on ne gagne pas d'argent en médiane sur d'Amico, mais depuis que le cycle du fret a explosé, on est sur des niveaux assez encore records, mais la rentabilité ne cesse de chuter, hein. Donc, le management a prévu, hein, si vous écoutez les conférences call, j'en avais écouté quelques-unes, il avait prévu que la rentabilité allait baisser, puisque le cycle n'est pas éternel. Bon, le niveau reste quand même relativement élevé, bien au-delà de la croissance organique, donc on a toujours de l'argent à rendre aux actionnaires, ça c'est bien. Du point de vue de la dette, elle est en chute libre, évidemment, on est très rentable, pour l'instant en tout cas. Donc, il n'y a pas de raison de maintenir une dette élevée. Donc, on est en dessous de l'EBITDA, très bien, donc moins d'une fois l'EBITDA en dette nette, quasiment une fois les free cash flow, un peu plus que les free cash flow, mais ça reste soutenable. Donc là, ils vont continuer à mon avis de se désendetter. Dans quelques publications, ils seront en trésorerie nette. Excellent, parce que le cycle se retourne et c'est bien de ne pas être endetté en bas de cycle. La rémunération de l'actionnaire, ça c'est un autre point qui est intéressant dans ce dossier. On rend 60 millions en dividendes, market cap de 400 millions, donc ça nous fait quand même du 15%. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et bon, alors les free cash flow commencent à baisser, hein, donc là, ils ont rendu un maximum de free cash flow via des dividendes aux actionnaires. Pas de rachat d'actions, enfin, peut-être des petits rachats d'actions, un peu de rachats d'actions quand même. Si, il y a eu des rachats d'actions, donc ça c'est intéressant. Ça aide un peu le rendement de l'actionnaire. Bon, maintenant on arrive au bout, hein. Vu que les free cash flow commencent à rebaisser, là on va plus pouvoir verser ce niveau de dividende. Donc le rendement de l'actionnaire, il va pas rester à 15%. Et le rendement de l'actionnaire, il va suivre la baisse des free cash flow, mais peut-être qu'encore sur 1 an ou 2, on pourra avoir un rendement d'actionnaire qui se situe à 10%. Ça dépendra à quelle mesure ils arrivent à freiner la chute des free cash flow. Bon, mais c'est encourageant, hein, c'est pas mal. Donc là, on voit que le management, ils sont pas mauvais, hein, puisqu'ils ont anticipé tout ça. Donc ils ont rendu un maximum de cash, ils ont augmenté le dividende fortement, ils ont racheté des actions autant qu'ils en pouvaient pour rendre le cash aux actionnaires. Et donc ils connaissent bien leur cycle. Voilà. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien leur cycle, puisqu'ils avaient vu qu'il n'y allait plus avoir de croissance dans les quelques années qui arrivent. Alors, on va regarder la valorisation maintenant. On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Hop, bon ben voilà, hein, ça se paye rien du tout, hein, ce genre d'activité. En médiane, c'est 8,4 quand même. Et là, vous êtes à 2,8. Bon, est-ce qu'on va retourner à 8,4? Vu que le cycle est en train de se retourner, quand même, j'en doute un petit peu, hein, surtout que l'EBITDA va baisser. Donc la dette baisse. Donc le numérateur est en train de baisser. Vu que la dette baisse, les capitaux propres, eux, ils restent stables. Enfin, du coup, c'est la capitalisation boursière. On verra s'il reste stable, mais bon, la dette va baisser. En revanche, l'EBITDA lui aussi va baisser. Donc je ne suis pas sûr qu'on arrivera à retourner à 8,4. Mais si on prend la médiane, mais après c'est difficile à dire parce que là, il y a eu le haut de cycle. Donc là, peut-être qu'il faut prendre une médiane conservatrice à 3 ans, hein. C'est très conservateur, mais on peut peut-être cibler un retour à 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Ça peut me paraître raisonnable. Bon, à l'heure actuelle, en tout cas, 2,8, c'est rien. Mais maintenant, ça se base sur l'EBITDA des 12 mois passés et on sait que l'EBITDA va baisser. Il y a pas de prévision d'analyste, j'imagine. Il y a des prévisions d'analyste, mais c'est très imprévisible, hein, ce business. Donc je prends ça avec des pincettes. Selon les prévisions d'analystes, hein, c'est-à-dire qu'ici on prend l'EBITDA des 12 prochains mois estimé par les analystes, on serait sur la médiane de la valorisation sur 3 ans. Bon, compliqué à dire si il y a une marge de sécurité ou pas. On peut regarder en price to tangible book value et là, il y a une marge de sécurité. Intéressant quand même. Donc, on va dire que sur la multiple de VE sur EBITDA en termes de flux, il y a une légère marge de sécurité, peut-être 15-20%, si on prend une médiane 3 ans. Sur les actifs tangibles, donc il faut aller voir de quoi ils sont constitués, ces actifs tangibles, mais j'imagine que ce sont les navires, surtout. On est sur une décote de 50%. Donc là, il y a une marge de sécurité. Donc, plutôt intéressant, d'Amico. Conclusion du dossier. C'est pas si facile à dire, hein, si c'est un bon timing ou pas, parce que le cycle se retourne, mais est-ce qu'ils arrivent on va dire, à lutter contre la force de gravité du retournement du cycle? Moi, j'ai l'impression qu'ils y arrivent, hein. Ils continuent à rendre du cash aux actionnaires, donc ça dérisque un peu le dossier. Et d'un autre côté, ils arrivent à freiner la chute de l'EBITDA et des free cash flow, et ils ont une bonne marge de sécurité sur les actifs tangibles, tout en arrivant quasiment sans dette en bas de cycle.
Donc moi je pense que ça reste intéressant, hein, d'Amico International Shipping. Il y a une petite marge de sécurité. Elle n'est pas aussi flagrante qu'on pourrait le dire si on regardait les médianes à 10 ans, mais c'est pas si cher payé que ça. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.